Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard social sur Equinox Télévision. Ils sont nombreux, ces enfants qui naissent avec, ou alors au quotidien, avec des malformations congénitales. Les valves de l'urètre postérieur, le nom ne vous dit certainement pas grand-chose, mais c'est une pathologie qui agresse beaucoup plus les garçons. Voyez-vous, et le cas de ce soir, qui est donc une sorte d'illustration, vous permettra de découvrir beaucoup de choses et avec notamment nos experts qui vont être sur ce plateau. Et comme ce programme se veut un programme tout à fait didactique et même éducatif aussi, vous aurez l'occasion de découvrir également avec des explications qui vous seront données par nos experts sur le plateau. Mais avant cela, vous aurez à découvrir aussi des témoignages pathétiques de ce cas, le cas de ce soir, qui est donc un cas d'école. Bienvenue à tous, c'est Regard social. Avec nous sur ce plateau, un couple, deux pères, j'allais dire deux parents, qui vont nous parler du cas de leur fils. Et c'est un cas d'école que nous avons choisi par hasard pour vous faire comprendre un peu les réalités de ces enfants qui naissent avec cette pathologie. Parce que c'est à l'âge de 2 mois, ou j'allais dire 1 mois seulement, que le constat a été fait par les parents de cet enfant qui vous sera présenté d'un moment à l'autre. Alors, Madame Boudou, Antoinette, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. 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 Vous allez bien? Ça va, un peu. Ça va un peu. Vous êtes déjà assise sur la chaise de l'espoir. C'est l'espoir qui renaît de toute façon. L'espoir que vous avez perdu. Alors, vous êtes la maman du petit Boudou Garba Alexandre. Oui. Et vous venez de la région de l'Est Cameroun. Oui. Voilà, à Bertoua précisément, dans une autre localité que j'aurai l'occasion de donner le nom tout à l'heure. Et vous n'êtes pas seul sur ce plateau, vous êtes avec une autre dame, Madame Keman Armandine. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, et bonsoir à tous les téléspectateurs de Regard social. Bienvenue. Merci. Vous êtes également d'une des connaissances de cette famille qui est avec nous sur ce plateau. Je suis la belle-sœur du papa. C'est vous qui les hébergez d'ailleurs. Oui, c'est ça. Depuis qu'ils sont à Douala. Depuis qu'ils sont à Douala. Merci d'avoir accepté notre invitation également. Merci. Et de partager avec les téléspectateurs. Mboudou Moïse, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le papa d'Alexandre. Oui, je suis le papa de Garba Alexandre, oui. Boudou Garba Alexandre. C'est votre fils. Oui. Vous avez 2 enfants? On les voit. Non, j'en ai 4 enfants. Vous avez 4 oui. Finalement. Voilà. Alors, mais il y a un seul qui vous pose problème parce qu'il est malade. Il y a un qui me pose problème, Garba Alexandre. D'accord. Et vous allez nous expliquer qu'est-ce qui lui est arrivé. Mais avec vous, Ramandine, comment vous avez fait la connaissance de ce couple? Pardon, de ce couple? Oui. Lui, c'est mon beau-frère. Oui. Bon, maintes fois, il nous a envoyé la nouvelle que ça n'allait pas sur l'enfant. Et ils sont allés à l'indigène, ils sont allés à l'hôpital. Décidément, ils ont pris une décision de me retrouver à Douala avec cet enfant. C'est votre beau-frère, c'est-à-dire le frère de votre époux? Oui, son petit voilà. frère. Et donc, ils sont avec vous. Vous avez décidé les recevoir chez vous pour justement chercher la solution aux problèmes qui traumatisent leur fils. Antoinette, oui. Ça fait combien de temps Alexandre est malade? C'est après l'accouchement, 1 mois, que la maladie a commencé. Comment vous avez su? Quand ça a commencé, quand l'enfant veut pisser, quand il veut faire pipi, il se tord le corps sous le lit, Avant que les vrais pipis sortent, ça sortait un peu blanc. Les boules sortaient d'abord blanc avant que les vrais pipis sortent. C'était comme ça. J'ai alors dit à mon mari que l'enfant, si peut-être il a mal au ventre. On a cueilli les feuilles du village, on lui a purgé avec, ça n'allait pas. Je suis partie chez une grand-mère, demandé à la grand-mère là. La grand-mère m'a montré sa part de feuilles, je suis venue purger l'enfant avec, ça n'allait pas. Je suis partie chez les pygmées, même chose, le pygmée a montré sa part, quand on amène, on doit vacciner l'enfant avec, on lui purge encore avec, ça n'allait pas. Il dit alors mon mari que mieux qu'on amène l'enfant à l'hôpital. On a amené l'enfant à l'hôpital de Kano. On m'a envoyé là-bas qu'il va épaisser. Je n'avais pas l'argent, j'ai encore fait demi-tour à la maison. L'homme n'était pas à la maison, il était au champ. J'ai envoyé les enfants aller le chercher là-bas au champ. Rappelé, on a amené l'enfant à épaisser, arrivé là-bas, l'enfant n'avait pas le sang. Il avait l'excès du palais encore. Alors, où est-ce que vous avez accouché? À la maison. À la maison? Au village? Au village. Au village, c'est où? Ndombomé. Ndombomé. Oui.
C'est entre Bertoua et Batouri, Oui. à l'est du Cameroun. Est-ce que vous avez suivi les visites prénatales Oui, normalement? j'ai même fait l'échographie. L'échographie pour savoir. Oui. Il n'y en a pas décelé quelque chose d'anomalie? Le docteur ne m'a rien dit. Il a dit que l'enfant se portait bien. Ça m'a dit que l'enfant se portait bien, l'enfant était encore assis. C'est comme ça qu'il m'a dit. Moïse, vous êtes au quotidien avec elle, puisque c'est votre épouse, et lorsque l'enfant naît, vous vous rendez compte que l'enfant est malade comment? La nuit, l'enfant veut pisser, l'enfant me serre, l'enfant le bouscule avec les pieds avant que l'enfant fait pipi. Je suis resté, je n'avais pas d'ailleurs sur moi. Avant qu'elle parte, elle avait commencé déjà à avoir l'indigène sans me dire. Et quand elle a vu que ça n'allait pas, elle m'a donc dit, comme tu vois là, il faut qu'on amène l'enfant ici à l'hôpital. Mais à quel moment vous vous étiez informé que l'enfant était malade? J'étais informé quand l'enfant avait déjà 1 mois. Que l'enfant avait déjà 1 mois que la maladie a commencé, l'enfant, ça n'allait plus avec l'enfant. J'ai donc décidé, je n'avais pas la... C'était quoi les signes par exemple? Qu'est-ce qui s'est passé? Les signes se manifestaient au moment de faire pipi. Même si c'est place debout, quand il veut faire pipi, si ce n'était pas la sonde là, s'il veut maintenant faire pipi, il va commencer, il va m'embrasser, il va me serrer fort avant de faire pipi. C'est là que sa mère a commencé à voir les symptômes. Elle a commencé à voir les grandes-mères, les remèdes partir n'importe où pour chercher. Je me rends compte, elle m'a dit, comme tu vois la nuit, aux environs de 18h-19h, elle m'a dit, comme tu vois là, l'enfant, si ça ne va pas, il faut trouver une solution qu'on amène l'enfant ici à l'hôpital. Je n'avais que 6 000 francs entre mes mains. J'ai pris les 6 000 francs et dit, va après Manjo, en face de l'école des lycées techniques de Bertoua. Il lui a dit, voilà, tu vas voir ce qu'on va demander, tu vas voir un peu avec l'enfant, on va nous dire ce qui ne va pas avec l'enfant. C'est un centre de santé? Un centre de santé, c'était un centre de santé. Arrivé là-bas, on l'a fait comprendre que ce n'est pas à leur niveau, qu'elle aille directement à l'hôpital, l'EPC. Elle a fait demi-tour. Elle est rentrée à la maison, moi j'étais déjà parti au champ. Elle a envoyé les petits frères, le grand frère de Garba Lézan, aller m'appeler au champ. Que viens vite papa, maman est rentrée avec Garba, que ça ne va pas. J'ai fait demi-tour. Je suis arrivé à la maison, il dit qu'est-ce qui ne va pas, sans ne même pas me laver. Elle a dit que ça ne va pas. Menons l'enfant à l'hôpital. Voilà le carnet qu'on en urgence. Si on n'amène pas l'enfant, si on retarde un peu, l'enfant va mourir. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai couru avec l'enfant, arrivé à l'EPC. On va directement voir le docteur. Le docteur demande, l'enfant a déjà manque de sang. Il faut une transfusion de sang à l'enfant. J'ai regardé le haut, je ne savais pas comment faire. Je suis sorti là, j'ai vu ma femme, j'ai dit à ma femme, comme tu vois là, voilà le docteur qui dit qu'il faut une transmission de sang. Il faut qu'on cherche le donneur qui peut donner du sang. On n'avait pas suffisamment d'argent. Je suis rentré, j'ai pris mon courage, je suis rentré voir le docteur. J'ai dit au docteur, comme tu vois là, c'est moi le donneur du sang. Je suis de B+, le groupe sanguin B+. On allait faire les examens à l'enfant, on a trouvé aussi l'enfant, que l'enfant aussi était de B+. Directement, on m'a fait entrer dans la salle, on a pris le sang pour transmettre directement à l'enfant. 1 mois bien après, on a fait à l'hôpital 1 semaine. On est rentré, il y avait les examens, il y avait les choses qu'ils ont fait. Est-ce que le tour qu'elle a effectué ou alors chez les praticiens a permis de voir un changement quand même? Tout ce qu'elle a fait, ça n'a pas eu changement. Tout ce qu'elle a fait chez les praticiens, il n'y a pas eu de changement. Oui. Il n'y avait jamais eu de changement. C'est à ce moment-là que vous êtes allé à l'hôpital? C'est le moment qu'on est allé à l'hôpital. Oui. Et quand on est allé à l'hôpital, c'est comme ça que on commence à découvrir petit à petit. C'est comme ça que j'ai fait appel à ma belle-sœur. J'ai dit, comme tu vois là, si vous me laissez, je vais perdre cet enfant. Aidez-moi.
Et elle a aussi compris, elle a dit à son mari, comme tu vois là, mon beau-frère ne fait que m'appeler, dit que l'état de l'enfant, ça ne va pas. Elle est descendue. Elle est allée voir l'enfant de ses yeux, elle m'a aidé un peu avec l'argent. J'ai continué un peu avec l'indigène là-bas. Elle est partie de Douala pour... Elle est partie de Douala pour Bétois. Pour le village. Oui. Arrivée là-bas, elle a dit, elle-même, elle va essayer. Ça n'a pas marché. Elle a dit, bon, elle rentre, elle va se battre. Si elle trouve quelque chose, elle va m'appeler. Si j'ai de l'argent, je dois monter sur Douala. Elle va essayer de se battre. D'accord. Alors, Amandine, lorsqu'on vous appelle, je vais dire Moïse vous appelle, il vous dit que le fils est malade. On ne sait pas jusque-là de quoi l'enfant souffre. Non, quand il m'a appelé, il ne savait pas de quoi l'enfant souffrait. C'est quand ils sont arrivés, je les ai demandé de monter avec le carnet de l'enfant. Quand ils sont arrivés, au lendemain, je me suis rendue dans le centre avec l'enfant et l'ancien carnet. C'est là le docteur qui m'a reçu. Il dit que l'enfant souffre des infections urinaires à répétition, sans avoir fait les examens d'abord. Il me dit, lorsque cet enfant est, tu ne peux pas rentrer avec l'enfant. L'enfant va très mal parce qu'il chauffait. Ils nous ont internés. Il me dit, bon, des infections urinaires, oui. Un enfant de quelques mois? Non, on parlait là de... Tout récemment, quand ils sont venus à Douala. Quand ils sont venus à Douala, d'accord. Ça veut dire qu'entre-temps, quand ils amenaient l'enfant à l'hôpital, on traitait l'infection urinaire, mais eux, ils n'étaient pas au courant de ce qu'on traitait sur l'enfant. Et on ne les a pas expliqué que l'enfant souffrait d'infection urinaire. Bon, ils faisaient les examens, on prescrivait les médicaments et rentrait. C'est ici que le docteur découvre que l'enfant a eu plusieurs fois les infections urinaires. Il m'a donc dit qu'il faut qu'on cherche la cause de ces infections. Lui me demande de faire une échographie. C'est l'échographie qui suspecte la valve postérieure de l'urètre. Et après ça, il m'a demandé de faire l'électrocytogramme. Oui, électrocytogramme rectal. Oui. Bon, là déjà... C'était ça l'examen en fait. Oui, là déjà, il m'avait envoyé chez l'urologue. C'est l'urologue qui m'a demandé de faire cet examen. Oui. C'est où on a découvert à quel niveau l'enfant avait problème. Alors le problème était à quel niveau donc? Il dit c'est au niveau de l'urètre, exactement au niveau de l'urètre. Il y a blocus. Parce qu'après cet examen-là, nous sommes rentrés. De 15h jusqu'au lendemain, à 11h, l'enfant n'avait pas fait pipi. C'est là que j'appelle le docteur, je lui explique. Est-ce que c'est parce que son nombril était rentré à l'intérieur? C'est lui qui me demande de venir avec l'enfant. Quand je suis arrivée, il me dit l'enfant a un blocus au niveau de l'urètre. Tout ce qu'on peut faire en attendant la chirurgie, c'est de lui mettre une sonde. On appelle ça la valve postérieure de l'urètre. Oui, la valve postérieure de l'urètre. Donc c'est pour ça qu'il porte cette sonde. Si on enlève cette sonde-là, il ne peut pas uriner de lui-même. Mais est-ce que le médecin vous a donné la cause de ces infections qui étaient à répétition chez l'enfant? Il m'a expliqué que c'est parce que quand l'enfant urine, il y a toujours une quantité d'urine qui reste dans la vessie. Constamment. Donc, il n'a jamais uriné normalement comme un enfant. Il n'éliminait pas la quantité, nécessaire. Oui. Donc, il m'a dit que c'est ça qui causait les infections. Et je lui ai posé la question, et là, on peut faire comment? Il m'a dit que la seule solution, c'est l'opération. L'opération. Alors, Moïse, au moment où on parle de l'opération, mais avant, vous avez entre vos mains un plastique. Qu'est-ce qu'il y a dans ce plastique? Dans ce plastique contient la poche de la sonde pour les urines. Je le conserve comme ça pour qu'il ne déchire pas, pour qu'il ne pèse pas quand il joue avec ses amis. Donc quand c'est comme ça, il peut marcher avec, il peut se balader avec. Quand ça remplit, je l'appelle, je vide le pot. Alors lui-même, il sait l'utiliser? Non, il ne sait pas utiliser. Il ne sait pas utiliser. Il faut seulement que quand c'est déjà plein, que ça dépasse pour marcher, il fait appel qu'on doit aller vider, que ça pèse déjà. Oui. Alors, lorsque vous regardez votre fils et vous voyez d'autres enfants jouer, vous vous dites quoi? Que la malchance, c'est pour vous? Donc, quand je regarde les autres enfants qui s'étaient nés le même jour, moi-même, je suis tellement gêné, puisque les enfants nés le même jour quand ils avaient accouché avec ma femme, il y a ceux qui partaient déjà à l'école, ils partaient déjà à la maternelle. Mais mon garçon, il est toujours comme un enfant de 2 ans. Il n'arrive pas comme marcher comme les autres, se balader comme les autres. Il est toujours là, pâle. Son ventre est toujours ballonné? Son ventre est toujours ballonné, c'est comme ça qu'il boit l'eau. Tu ne peux pas le laisser aller même tôt chez les voisins
Parce qu'il y a des nourritures qu'ils n'arrivent pas à manger, qu'on a interdit qu'ils ne doivent pas manger. Il y a les trucs comme les fruits, les goyaves, la papaye, l'ananas, la banane, la patate, des trucs comme ça qu'on a demandé à l'hôpital qu'on ne doit pas le donner. Et quand il mange ça, il a manque du sang. Alors, puisque ce sont des fruits que l'on rencontre beaucoup plus au village, Au village, vous lui oui. donnez quoi donc? Ce qu'il peut le donner au village, j'ai annulé tout. Ce qu'il peut raconter, c'est toujours la papaye, la banane. Il y a abonnement au champ que je rentre avec. J'ai éliminé de ramener les fruits à la maison. Et pour qu'il ne puisse pas manger. Parce que quand il va voir les autres manger, c'est comme ça aussi que ça va le plaire. Alors, il est âgé de 3 ans aujourd'hui. Il est âgé de 3 ans. Et c'est depuis le premier mois de sa naissance, après sa naissance, que le constat a été fait. C'est après sa naissance, un mois qu'on a découvert que l'enfant était malade, qu'il n'arrivait pas à uriner suffisamment les urines. C'est grâce à l'hôpital. Si c'était les remèdes d'hygiène où on partait, on n'avait jamais trouvé la solution et ça n'avait jamais marché. Et pourtant, on l'utilisait, on le purgeait à chaque minute, il fallait le purger, à chaque minute, il fallait le purger. Et pourtant, ce n'était pas ça, la solution. Antoinette, pourquoi vous pleurez? Je vois l'état de l'enfant là, comme ça m'énerve. Quand il est à la maison avec les autres partent à l'école, lui aussi il est allé à l'école. Quand son grand frère se lève le matin, il dit Garba, allons à l'école. Il dit maman, je vais aller à l'école avec mon grand frère. Qui part à l'école, qui fréquente, on a laissé qu'avec le voisin. Et il n'a pas de téléphone. Je ne sais pas comment l'enfant se porte, les deux enfants se portent là-bas au village. Je ne sais pas comment je vais faire pour demander que si les enfants se portent bien, je ne connais pas. S'ils vont à l'école, je ne sais pas. S'ils apprennent, je ne connais pas. Où c'est je suis là? Amandine, Monsieur, vous avez accepté de garder ce couple chez vous. Quand vous avez également des enfants à la maison, comment vous faites pour les nourrir? qu'est-ce que je peux vous dire? En disant, quand tu as foi en Dieu, ne t'abandonne pas, c'est tout ce que je peux dire. Parce que nous sommes à la maison plus de 10 personnes. Et les enfants doivent aller à l'école, ils doivent avoir leur goûter. Et celui-ci ne mange pas n'importe quoi parce que c'est avec les examens qu'il avait fait, ils m'ont dit qu'il était au G6PD, que tout ce qui contient la vitamine C, il ne doit pas manger. Donc ça fait encore une autre difficulté pour moi. Parce que ce que je pouvais faire, on mange tous ensemble, il faut faire pour lui à côté. Donc c'est pas facile. C'est pas facile pour moi. Surtout quand mon dernier garçon va aller à l'école le soir, il dit maman, arrange le sac de Galba. On va aller à l'école ensemble. Et Galba aussi le matin, quand les enfants se lèvent à 6h, lui aussi il est debout. Il veut aussi aller à l'école. Quand tu dis à quand je vais à l'école, à quand je lui aussi ne veut pas aller seul, il va aller avec Galba. Ça me fait très mal. Alors, ces nuits sont comment? S'il est agité la nuit ou il est calme? Dans le sommeil, il est agité. Son père ne dort presque pas. Parce que parfois, quand je suis éveillée, je comprends comment il parle avec lui. Il ne peut pas se retourner facilement parce que le pied peut entrer sous le tuyau dans la sonde, ça va quitter. Il faut qu'il le surveille. Et il boit aussi beaucoup d'eau dans la nuit. Donc quand il dort, il faut qu'il y ait une bouteille d'eau à côté. Et que l'enfant, quand l'enfant va se tourner, il faut qu'il aide l'enfant à se retourner. Parce que s'il se retourne seul et que le pied entre, tire le tuyau dans la sonde, là, ça va quitter. C'est encore notre problème. Donc le pauvre, ce n'est qu'en journée, quand tout le monde est là, lui aussi il essaie de récupérer. Alors, ça fait combien de temps qu'il a cette sonde? C'est plus d'un mois. Plus d'un mois. Ça va déjà 2 mois. Et on n'a pas remplacé. On n'a pas changé. Pas changé. C'est la même sonde. Oui, c'est la même sonde. Il On continue ne change que La les poche. poches. Quand les poches se pèsent, on part pour notre poche pour changer. Il gesticule toujours quand il veut faire Oui, pipi? oui. Et c'est grâce à elle qui nous aide. Elle-même, et elle et les enfants. On est venu encombrer plus de 16 épaisses à la maison, avec ses enfants, tout. Vraiment, j'ai dû vraiment dépasser moi-même. Je ne sais pas comment faire pour résoudre ce problème.
Ok, vous allez regarder cette caméra. Vous allez vous adresser au monde entier, ceux qui regardent ce programme à l'instant. Vous leur dites ce que vous pensez pour le bonheur de votre enfant. Bonsoir, monsieur. Tous mes frères qui m'écoutent ce soir au regard social, je leur demande pardon de m'aider vraiment pour l'avenir de mon enfant. Je ne sais pas comment je fais avec l'enfant. Que Dieu vous bénisse la main, que vous puissiez m'aider pour résoudre ces problèmes dans cet enfant. Quand je regarde mon enfant comme ça me fait tellement mal au cœur. Je ne sais pas comment je vais faire avec cet enfant, où il va vivre, où je vais le perdre, je ne sais pas. Mais par la grâce de Dieu, Dieu seul sait ce qu'il me réserve de cet enfant. Amandine, vous avez un message également? Également, j'en ai. Je dis bonsoir à tous les téléspectateurs de Regard Social. Je demande de l'aide à tous les âmes de bonne volonté, Camerounais ou pas. Que le problème de cet enfant les touche, que le Seigneur touche leur cœur et bénisse les mains, pour que tous ensemble, nous puissions donner la santé à cet enfant. Et que sa maman qui pleure retrouve le sourire. Quand Dieu te donne un enfant, c'est la joie. Mais dans son cas, c'est la peine. Aucune maman n'aimerait voir son enfant comme ça. Antoinette, vous allez vous calmer parce que les téléspectateurs vous regardent et ils ont compris ce que vous avez comme message. Ils ont également, ils sont au courant de ce qui est arrivé à votre enfant. Sans doute, ils vont vous aider comme ils ont l'habitude de le faire. Tout à l'heure, les médecins vont vous expliquer de quoi il est véritablement question après avoir écouté ces différents témoignages. Alexandre souffre depuis sa naissance. Le constat a été fait alors qu'il était encore âgé de 1 mois seulement. Il était encore nourri au sein de sa maman. Son quotidien et celui notamment de ses géniteurs sont aujourd'hui des véritables calvaires pour cette famille. Faute de moyens financiers pour la prise en charge d'Alexandre, la famille allait rester au village sans moyens et à lui donner ce qui est d'ailleurs interdit pour cet enfant. Et tout cela a continué à dégrader la situation ou la santé de cet enfant qui veut aller à l'école, qui n'a surtout pas demandé à naître. Il a besoin de vous et pour qu'il se retrouve également parmi ses frères et sœurs, parmi les enfants de son âge aussi qui vont déjà à l'école. Et je vous invite à rester avec nous après avoir suivi donc ce reportage qui a été réalisé avec la caméra du chef opérateur Samuel Tufa. Une forte équipe a d'ailleurs accompagné le chef opérateur, Dani Warenze2, Libero Ndjomo, tout cela que je vous invite à suivre. Et juste après, nous allons accueillir nos experts. Les rayons ont perdu le sommeil. L'un des enfants qu'ils portent est malade. C'est comment mourir? Ça va. C'est comment venez-vous tous ensemble comme ça? Il y a quoi? C'est Garba. C'est comment avec Garba qui nous dérange la maladie. N'arrive pas à comprendre ce qui ne va pas ça, qu'on vient comme ça là pour venir nous voir. Donc vous allez marcher avec toi comme ça fatigué. Fatigué, je sais pas. Vous êtes venu qu'on essaie aussi à Douala. Oui. Entrez alors avant qu'on me dit comment elle a dit. Je me trouve, je ne connais pas comment ça a mourir. Alors, ça mieux que je déjà. Avant de pousser, les bouts du pipi là sort un peu blanc. Avant que les urines sortent. C'était comme ça. Sur les 1 mois, je suis partie demander à la maman. La maman m'a montré le remède, j'ai pilé le remède. J'ai purgé l'enfant avec. Ça n'allait pas. On est passé encore chez les pygmées. Les pygmées ont préparé pour eux. L'autre que l'enfant devait boire, on purgé l'enfant. Ça n'allait pas toujours. La maman là a demandé de mettre la machette au feu. Si la machette rougit, et quand l'enfant veut faire comme ça pour pisser, elle doit prendre le pénis de l'enfant et poser sur
la machette, parce que ça chauffe là, ça a rougé là. Pour que la vapeur là, ça doit remonter dans le ventre de l'enfant. Là, l'enfant va arrêter d'uriner. On a fait ça jusqu'à... Ça n'a même pas tenu. À fleur de l'âge, il aura tout vu et tout entendu, mais la situation n'aura pas changé jusqu'ici. J'ai donc demandé à madame qu'il faut qu'on aille un peu avec l'enfant à l'hôpital. On a amené l'enfant à l'hôpital l'EPC de Bétois. Arrivé là-bas, on a dit l'enfant manque de sang. On a fait des tests de sang, il n'y avait pas de donneur. Je me suis présenté étant père comme donneur universel. Et l'enfant, je suis de B+. L'enfant aussi est de B+. Et notre sang se sont correspondus comme des choses de Dieu. Et puis, on a pris mon sang et transmettre à l'enfant. À l'hôpital, on n'a même pas dit ce que l'enfant me souffrait, la maladie que l'enfant souffrait. Ils m'ont plutôt demandé de donner beaucoup, donner des vitamines à l'enfant et faire de ne pas donner des aliments. Il y a des aliments qu'ils ont prescrit que je ne dois pas faire manger cet enfant. La vie des parents du petit Alexandre est au rabais. Armandine, qui a accueilli cette famille, est désormais leur seul espoir de vivre. Quand ils sont arrivés, ils m'ont dit que l'enfant souffre. Le problème de l'enfant, c'est que pour faire les selles, il faut purger l'enfant. Et pour uriner, l'enfant c'est tort de douleur. Eux-mêmes ne savaient même pas de quoi souffrait l'enfant. J'ai donc pris le carnet qu'ils étaient à l'hôpital, à l'ESAD, à l'EPC. J'ai amené l'enfant en consultation. J'ai joint l'ancien carnet au nouveau carnet que j'ai acheté. C'est là que le médecin constate que l'enfant a eu les infections urinaires à répétition. Ils m'ont dit, madame, là où l'enfant là, il ne peut pas rentrer. On va l'interner. Parce que le cas de l'enfant là, il faut qu'on cherche à savoir ce qui cause les infections à répétition à l'enfant. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils ont commencé le traitement à l'enfant parce que l'enfant avait une température de 39. Après, ils m'ont demandé d'aller faire l'échographie. C'est l'échographie qui montre qu'il soupçonnait la valve postérieure de l'urètre. Il m'a dit, bon, comme je n'ai pas de spécialiste ici, je vais traiter l'infection urinaire. Quand l'enfant irait mieux, je vais vous envoyer chez un urologue chirurgien. On a mis la sonde à l'enfant après l'examen qu'on m'a demandé d'aller faire pour confirmer ce que l'échographie a vu. Et voir à quel niveau il y avait un blocus des urines. Quand je suis partie faire l'examen, je suis rentrée. Ce jour-là, de 15h jusqu'au lendemain à 12h, l'enfant n'a pas uriné. C'est là que j'ai appelé le docteur, l'expliquer. Il m'a dit, amène-moi l'enfant. Quand je suis arrivée avec l'enfant, il me dit que les urines sont bloquées. C'est pour ça que le ventre est plus ballonné. Et il m'a dit que tout ce qu'on pouvait faire à l'instant, c'est de mettre la sonde à l'enfant. C'est pour ça que vous voyez que depuis presque 2 mois, l'enfant là utilise que la sonde pour faire pipi. Donc même quand il veut jouer avec ses frères, on est obligé de mettre ça dans le plastique comme ça pour protéger, pour qu'il ne salisse pas. De peur qu'il attrape encore une autre infection. Puisque tout ce que ses frères font, lui aussi il a envie de faire, il attrape sa sonde là comme le sac, il court aussi derrière. Donc c'est ça qui nous est. C'est à ce niveau-là que nous sommes bloqués. C'est donc à la suite de cette vie au ralenti que Armandine décide de se rendre au siège de la chaîne du peuple pour non seulement exposer la souffrance de l'enfant, mais également solliciter le geste de cœur des âmes de bonne volonté afin de redonner le goût de la vie au petit Alexandre qui n'a presque jamais connu la joie de vivre comme certains enfants de son âge. Depuis qu'ils sont là, à la sortie de l'hôpital, j'ai rencontré l'urologue. Il m'a demandé de faire en tout cas un examen pour confirmer ce que l'échographie soupçonnait. Quand j'ai fait l'examen, ça a confirmé ce que l'échographie soupçonnait. Ils m'ont dit que l'urètre de l'enfant, où les urines passent, il y a quelque chose qui bloque. Donc ce qui fait que l'enfant ne peut pas uriner la quantité d'urine normale. Et qu'à chaque fois que l'enfant urine, il y a plus de 200 ml d'urine qui reste dans sa vessie. Raison pour laquelle il a des infections urinaires. Et qu'en ce moment-là, il faut seulement opérer l'enfant. Qu'a-t-il fait pour mériter ça? Le petit Alexandre, à la mine triste, vous regarde. Dépassé par la douleur du petit Alexandre, les nuits des géniteurs de cet enfant sont perturbées. Depuis qu'on a mis la sonde, je n'arrive même plus moi-même à bien dormir la nuit. Parce que les mouvements, je contrôle ce mouvement. À chaque fois, moi-même, je n'arrive pas à bien dormir. Et quand il sort en journée, quand il veut un peu essayer de jouer avec ses amis, c'est comme ça que la poche de sonde s'épaisse. Il faut aller payer notre poche pour venir changer, pour que vraiment il doit être à l'aise. Parfois, je n'ai pas d'argent.
je suis bloqué, il faut que le grand frère vienne, ou ma belle-sœur, je demande à ma belle-sœur que bon voilà, la sonde est percée, la poche est percée, il faut l'argent pour aller, elle va courir pour aller payer. Et vraiment, moi-même, je suis dépassé. Au village, je vis de champs, de petits champs, de petits pièges que je tends. Je n'ai pas d'emploi. Bien sûr, je suis ferrailleur, je suis maçon, mais il n'y a pas d'emploi au village. Cette famille, venue d'un coin perdu de l'Est Cameroun, sollicite votre aide. Regard social, Nous avons besoin de votre aide, d'aide de tous les êtres humains, que ce soit camerounais ou pas, d'avoir pitié de cet enfant. Même si la contribution met un franc symbolique, c'est important pour nous, pour que cet enfant se retrouve la santé. Parce que le médecin m'a expliqué que si on arrive à opérer l'enfant et qu'on enlève ce qui bloque les enfants, là, il pourrait aussi pisser normalement. Il a déjà 3 ans, quand ses cousins la partent à l'école, lui seul a envie de partir, mais comment est-ce qu'il va partir avec la sonde là? Et c'est là le quotidien des parents du petit Alexandre. Le petit Alexandre qui demande à être soutenu parce qu'il souffre énormément. Vous l'avez constaté également à travers les récits de ses parents et même de sa belle-tante qui aujourd'hui présente la situation comme étant un véritable souci pour cette famille qui a besoin de vous, qui a besoin d'aide pour voir courir, jouer et aller à l'école, le petit Alexandre aujourd'hui. Nous allons ouvrir une petite fenêtre juste avant d'accueillir nos invités pour parler du coronavirus, voyez-vous, qui est déclaré aujourd'hui pandémie mondiale par l'Organisation mondiale de la santé. Cette pandémie qui ne cesse de faire des victimes à travers le monde. En Europe, par exemple, la France est classée 2e pays le plus touché par cette pathologie après l'Italie. Au Cameroun, 2 cas ont été donc déclarés positifs. D'ailleurs, des mesures préventives ont été édictées par les pouvoirs publics, notamment le ministère de la Santé publique au Cameroun. Se laver les mains régulièrement au savon, il y a d'autres produits désinfectants, également tousser donc dans son coude. Ce sont des gestes qu'il faut respecter, des mesures également. C'est tenir à bonne distance des personnes qui toussent et aussi si vous ressentez des symptômes d'une fièvre aiguë accompagnée notamment de toux, appelez le 1510 qui est le numéro vert dicté par les pouvoirs publics. Ce sont là quelques éléments à retenir. La suite, voyez-vous, c'est une maladie qui fait des victimes déjà ailleurs. Pourquoi ne pas prendre des mesures préventives pour que cette pathologie n'arrive pas chez nous? Et avec nous donc sur ce plateau, nos invités sont confortablement déjà installés. Docteur Kamgeb, Théophile, bonsoir. Bonsoir. Alors, bienvenue. Merci, c'est un plaisir. On a parlé du coronavirus. Eh bien, je pense que des Camerounais s'amusent encore à blaguer avec le coronavirus. Et pourtant, des pays très développés se mobilisent, des grands chercheurs se mobilisent. Ça veut dire que c'est une réalité, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre au sérieux. D'autant plus que, bien que la population du 3e âge et puis ceux qui sont fragilisés par certaines autres affections soient les plus à risque, mais il faut prendre des mesures, il faut prendre des mesures de précaution, il faut protéger les autres et il faut être vigilant. C'est la vigilance qui nous aidera. Merci. Vous êtes chirurgien, pédiatre, médecin-chef de l'hôpital protestant de la cité SIC, c'est ici à Douala. C'est vrai. Merci d'avoir accepté notre invitation. Juste en face de vous, docteur Ekane Samuel, bonsoir.
Bonsoir, M. Ndongo. Vous êtes consultant, chirurgien urologue, andrologue, ancien chef de service de chirurgie à l'hôpital général de Douala. C'est exact. Voilà. Avant d'entrer dans le sujet ou de parler de notre sujet de ce soir, il y a quand même aussi des mesures. Vous êtes médecin. Vous avez un conseil à donner aux populations qui nous regardent. Le regard social contribue également à faire ce travail-là. Oui, Éviter, combattre, prendre des mesures préventives pour que le coronavirus ne vienne pas chez nous. Tout à fait, M. Ndongo. Mais avant de dire un mot, je voulais dire un bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Il faut dire que beaucoup est dit déjà concernant ce coronavirus. Je crois que les mesures à suivre, à prendre et à respecter sont bien définies. Tout ce qu'il faut insister dessus, c'est que les populations essaient de respecter toutes ces mesures au même moment que les pouvoirs publics prennent les dispositions appropriées pour contourner éventuellement ce problème. Ok. Alors, donner plus de conseils aux enfants, veiller à ce que les enfants soient dans un cadre purement propre, où l'hygiène et la salubrité sont d'ailleurs respectées. Docteur Léon Fauzeau, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue également à ce programme. Merci, bonsoir. Ce soir. Vous êtes psychiatre, toxicologue, patron d'un centre de psychiatrie également. Oui, psychiatre, c'est tout. Ouais. Je Voilà. suis psychiatre. Avec vous aussi. Ouais. Un mot sur cette pathologie qui donne Oui, la je frayeur. crois que, comme vous avez dit, c'est une pathologie qu'il faut respecter. Parce qu'au départ, on a cru que c'était l'affaire de la Chine seule. Aucun pays n'a pensé pouvoir par la suite avoir affaire avec ce virus. Maintenant, avec le nombre important de pays atteints, on se rend compte que ça va gagner le monde entier. Donc nous devons faire attention. Ce n'est pas parce que nous avons 2 cas aujourd'hui seulement, comparativement aux autres, que nous en sommes épargnés. Et donc ça peut évoluer aussi gravement que chez les autres, comme en France, comme en Italie. Donc nous devons faire attention et prendre les mesures que l'on a indiquées, nous mettre vraiment à les pratiquer sans exclusif, avec sérieux. Très bien, merci également d'être avec nous ce soir. Le dernier invité, c'est Dr Yemi Racine, bonsoir. Bonsoir Fabien. Vous êtes médecin généraliste en service à l'hôpital Sébec Bonabé ici à Douala. Oui. Vous êtes à la porte d'entrée. Ceux qui viennent du sud-ouest et du nord-ouest, et de l'ouest également. Oui. C'est des mesures, des conseils à donner aussi au grand public. Bien entendu, je pense que le coronavirus, c'est déjà une réalité. Ce n'est plus un rêve pour les autres, non. C'est quelque chose que nous vivons au Cameroun parce que déjà, il y a 2 cas, n'est-ce pas, qui sont à Yaoundé. Je pense que, comme on dit souvent en temps de guerre, il faut que le Cameroun soit en état d'alerte. Il ne faut pas guérir, mais il faut prendre des mesures préventives. Alors il y a généralement ces jeunes qui s'amusent toujours à se faire, comment on dit, des smacks ou des bisous. Ça, ce sont des choses qu'il va falloir éviter, n'est-ce pas? Prendre des dispositions quand on veut tousser ou éternuer. Par exemple, quand on doit éternuer, on doit d'abord se retourner et le faire au niveau du coude. Ça, ce sont des mesures préventives. Ne pas se serrer la main, ça c'est aussi une mesure préventive. Se laver les mains absolument à chaque fois qu'on pose un geste. Et pour le corps médical, il faut, même pas seulement le corps médical, avoir des masques de protection. C'est vrai que bon, il faut changer un masque peut-être toutes les 3 heures, mais il faut éduquer également la population et éviter aussi que ce soit une psychose. Parce qu'il y a des symptômes. Il y a la fièvre, il y a la toux, et pas n'importe quelle toux. Il faut que ce soit une toux sèche et non une toux grasse. Il y a une douleur
musculaire, il y a une douleur au niveau de la poitrine, il y a la fatigue. Il faut que quand il y a cet ensemble, cette symptomatologie, là on peut, n'est-ce pas, penser. Mais cela ne voudrait pas dire que tout rhume, non. Il ne faut pas que la population s'affole, mais on doit intégrer cela dans notre quotidien et être en état d'alerte. Mais déjà, il faut attirer l'attention, surtout au niveau des frontières. Surtout au niveau des frontières, c'est-à-dire l'aéroport, le port, c'est surtout les portes d'entrée. Et même, comment je vais dire ça, au niveau des frontières terrestres. Mais le commun des mortels, c'est que c'est une maladie qui vient de l'Europe. D'accord, merci également pour ces conseils. Chacun de nous sait au moins ce qu'il faut faire désormais. Et on a appris qu'il faut simplement respecter les mesures d'hygiène pour éviter, pour être notamment loin de cette pathologie. Alors, c'était une fenêtre ouverte pour parler en quelques mots de cette maladie qui fait des ravages ailleurs. Il ne faudrait pas qu'elle vienne chez nous. Il faut donc utiliser ces méthodes-là. Alors, le sujet de ce soir, c'est bien entendu le cas de cet enfant Alexandre qui souffre, qui vit avec une sonde depuis plusieurs mois aujourd'hui. Et c'est depuis le bas âge qu'il est malade. Est-ce qu'on peut parler, Dr Kamgeng, d'une maladie, d'une pathologie génitale? Congénitale. Congénitale, pardon. Ben, je te remercie pour la question. Par définition, les maladies congénitales sont des maladies qui trouvent leur origine pendant la grossesse. Et donc, plus tard, à l'accouchement, on peut voir apparaître des signes cliniques. Et cette affection, la valve de l'urètre postérieur, en réalité, fait partie des pathologies urologiques assez graves, mais fait partie aussi des maladies congénitales, des pathologies congénitales urologiques. Parce que pouvant être diagnostiquées pendant la grossesse. Et bon, on les définit souvent comme étant une membrane qui est anormale au niveau de l'urètre, qui empêche l'évacuation de l'urine. Ça, c'est en des termes totalement simples. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une maladie qui n'a pas de cause. Mais c'est aussi une maladie qui trouve son explication dans les phénomènes embryologiques, c'est-à-dire dans la mise en place des organes de l'appareil urinaire et donc surtout de l'abouchement de l'urètre à la vessie, c'est-à-dire parce que nous on appelle ça le canal de Wolf en fait, sur le plan pour ceux qui sont des médecins, mais en des termes plus simples, c'est une maladie qui trouve son origine pendant la grossesse. C'est une maladie rare. C'est un cas sur 10 000, un cas sur 8 000 selon les pays. Et il faut dire une chose, c'est que je n'ai pas de chance. C'est tout ce que je peux dire. Et voilà ce que je peux dire. D'accord. Alors, je vous ai posé la question justement, c'est pour comprendre, puisque vous êtes chirurgien pédiatre, et pour comprendre également comment est-ce qu'un enfant, à 1 mois, souffre des infections urinaires. La réalité, c'est que nous sommes déjà tard. Parce qu'au cours de la grossesse même, un bon échographe doit remarquer une première chose. Il y a une grande vessie quand il fait l'échographie au niveau du pelvis de l'enfant. Une grande vessie avec un obstacle probablement en bas de la vessie. Et ça doit attirer son attention. Pire encore, il doit remarquer qu'au cours de cette grossesse, c'est une dame qui a une oligoamniose, c'est-à-dire elle a un liquide amniotique qui est à petite quantité, parce que l'enfant n'urine pas déjà dans le ventre. Et de la même façon, l'enfant a des difficultés à uriner, peut-être les parents négligent, peut-être les parents ne se rendent pas compte. Et le danger, c'est qu'une petite partie d'urine sort, mais l'autre reste, et ça s'accumule. Et ça a un retentissement puisque c'est la vessie. Mais au-dessus de la vessie, nous avons le rein, nous avons les urétères, dont les urines qui s'accumulent remontent vers ces organes, d'où l'infection urinaire que nous avons. Parce que le fait que les urines s'accumulent et remontent,
c'est un facteur de risque de l'infection urinaire. Bref, tous ces symptômes s'expliquent. Mais je suis peut-être un peu chagriné de dire que le diagnostic a été posé tardivement. Je crois que mon collègue urologue a rencontré plusieurs cas. C'est des choses que nous avons dans nos consultations. Et je peux dire une chose, c'est que le diagnostic a été posé déjà assez tardivement. Et bon, il va falloir faire quelque chose, il va falloir intervenir. D'accord. Je crois que... Alors, Dr Yemi, c'est de par votre expérience d'ancien responsable d'une formation sanitaire que nous vous avons invité pour comprendre un peu quel est le chemin pour une femme enceinte. Parce que si c'est une maladie congénitale, ça veut dire qu'on aurait dû... il y a eu, je vais parler un peu de négligence ou de défaillance à un certain niveau. Est-ce que c'est la maman qui n'a pas respecté ses visites prénatales pour qu'on décèle aussi facilement qui pourrait avoir anomalie? Fabien, c'est une question qui est un peu complexe. C'est une question qui est complexe. La maman peut bien respecter ses visites prénatales, mais elle les fait où? Et qui est-ce qu'elle a rencontré? Supposons qu'elle soit dans mon village à Mwanko ou bien à Yoyo. C'est un infirmier qui est là-bas. Et qui fera? Et la maman ira voir l'infirmier ou bien le médecin tous les 3 mois. Est-ce que là-bas, il y a un échographe? Même s'il y a un échographe, est-ce que celui qui va l'utiliser aura une formation adéquate pour pouvoir aller jusqu'au bout et déceler, comme l'a dit le docteur Kamgep, déceler la pathologie? C'est ça aussi le problème. Donc c'est un problème, je dirais, pas de santé publique, mais c'est un problème, je veux dire, de gouvernement, d'État, parce qu'il faut qu'il y ait des médecins formés dans tous les coins de la République, dans tous les coins du pays. Appuyons-nous sur son témoignage. Oui. Elle a accouché au village. Bon. Et c'est en périphérique, lorsque vous êtes dans la ville de Bertois, vous prenez la route qui va à Batouri, par exemple. Oui. C'est un carrefour, il y a affluence. Est-ce qu'il y a une formation sanitaire, je vais dire, permettant à une femme de pouvoir suivre ses visites prénatales? Je ne sais pas trop, mais on comprend carrément que il y a un manquement quelque part à ce niveau-là. Ce qui est clair, Flavien, il y a un manquement. D'accord? Parce que si déjà elle a accouché à la maison, je ne dis pas qu'il ne faut pas accoucher à la maison. Nos grands-parents accouchaient à la maison. Mais au jour d'aujourd'hui, comme j'ai toujours eu à le dire, quels sont les risques que nous courons? Avant, il y avait des choses qu'il n'y a pas aujourd'hui. La nature n'est plus semblable. La nature, il y a de cela 15-20 ans, n'est plus la même aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme dénaturation de la nature, si je puis me répéter, gaz carbonique et autres. Est-ce que cette maman a eu à faire un bilan prénatal normal? Rubéole, toxoplasmose, chlamydia, syphilis et autres. Est-ce que cette maman a eu à faire ces 3 ou 4 échographies pendant sa grossesse? Je pense que un bon radiologue, comme a dit Dr Kamgep, aurait pu déceler qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la vessie de l'enfant. Et même maintenant, de manière technique, il y a eu oligo-amniosatine, il y a eu peu de liquide. Cela devrait interpeller ce professionnel médical là, que pourquoi il y a cela, et ça devrait normalement attirer l'attention des uns et des autres. Mais là, on va accuser la maman qu'elle a été négligente, mais je ne pense pas en tant que telle que la maman ait été négligente, parce que ce n'est pas la seule qui puisse accoucher à la maison. Et peut-être s'il y avait un centre médical adéquat, je ne dis pas qu'on aurait dû, mais on peut avoir quelque chose. Dr Kamgé? Oui, bon, je crois qu'il y a une réalité. Mais il faut rappeler quand même que ce n'est pas son seul enfant. Elle a 4 enfants. Oui, je crois que dans son témoignage... Alexandre a des aînés qui ne souffrent pas de cette même pathologie.
Dans son c'est lui le témoignage, malchanceux de ces enfants? Dans son témoignage, mais tout à l'heure, elle a quand même signalé avoir fait des échographies. Et l'une des réalités, c'est que la valve de l'urètre postérieur n'est pas une pathologie fréquente. Ce n'est même pas une pathologie qui est étudiée dans les facultés de médecine, dans les programmes ordinaires. C'est déjà une pathologie qui entre dans des programmes totalement spécialisés. Et il faut avoir affaire à un vrai radiologue véritablement confirmé pour déjà suspecter devant des signes indirects. Et je pense que la vérité, c'est qu'en zone rurale, si ce n'est pas quelqu'un qui est vraiment habitué, qui pense, parce que la vérité de la médecine, c'est qu'il faut penser à quelque chose avant de trouver. Ce n'est pas au hasard qu'on trouve. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, elle a manqué de chance. Je préfère utiliser cette expression, je n'ai pas eu de chance. Et voilà ce que je pense. Alors, docteur Ekane, vous n'avez pas pris la parole depuis, mais je voudrais également vous écouter, tout comme les téléspectateurs, sur ce cas de cet enfant qui aujourd'hui vit avec une sonde. Peut-être avant de parler de la sonde, c'est un enfant qui naît déjà avec des problèmes, des infections à répétition, mais finalement, il y a que les urines ne coulent pas normalement. Selon vous, ça peut être quoi le souci? Monsieur Ndongo, avant de décrire un peu le cas de notre petit Alexandre, qui est vraiment un cas d'école, je voulais ajouter un mot ou deux sur l'information donnée déjà par Dr Kamgen. Il faut dire que les valves de l'urètre postérieur, c'est une pathologie qui a ses débuts à la période de développement de l'enfant. C'est pour ça qu'on appelle ça maladie congénitale, qui est une pathologie rare. Quand on dit rare, cette maladie a été décrite pour la première fois vers 1919 par un neurologue, un chercheur américain appelé Dr. Hampton Young. Et en ce moment, on croyait que la maladie était seulement observée chez les garçons. Mais au fur et à mesure, quelques cliniciens ont publié quelques cas semblables chez les filles. Mais il faut dire que chez la fille, c'est extrêmement rare. Déjà, la prévalence de cette maladie est estimée à 1 cas sur 8000 naissances. Vous imaginez, 1 cas sur 8000 naissances. Ce qui fait que même dans la formation médicale classique, on peut passer dessus. Et ce n'est qu'en spécialisation qu'on a la chance et la possibilité d'en étudier et sa présentation et sa prise en charge. Hein. Vous avez eu la chance puisque vous êtes chirurgien urologue. Exactement. Oui. Et donc, j'ai dit que cet enfant, c'est un cas d'école parce qu'il présente, sa présentation est décrite dans les livres d'urologie. C'est à la naissance, après 1 mois de naissance, qu'on a constaté qu'il a commencé, il présentait les difficultés à uriner. Quand on voit déjà cette présentation, ça nous ramène à la description de la maladie, qui est décrite comme étant en 3 types. 3 types de maladies, 3 types de présentation. Et quand on voit le petit Alexandre, il est fort probable qu'il est dans le groupe le plus fréquent.
qu'on appelle le type 1. Type 1, si on a le temps, on pourra décrire un peu sa genèse, comment sa présentation expliquez-nous, ça permettra justement à ceux qui nous regardent de comprendre un peu ce que c'est. Ok, donc le type 1, qui est le type le plus fréquent, qui fait plus de 95% de toutes les présentations qu'on connaît. Et si on prend comme repère, pour ceux qui connaissent un peu l'anatomie, on prend comme repère de l'appareil urinaire du petit garçon, du garçon. Nous avons de la vessie. Si on prend de la vessie et on suit le canal qu'on appelle l'urètre vers l'extérieur, ce canal a plusieurs segments décrits. De la vessie, à quelques centimètres en bas de la vessie, nous avons l'urètre, le segment de l'urètre qu'on appelle l'urètre prostatique. Et au niveau de cette urètre prostatique, il y a un point de repère qu'on appelle l'uticle, ou le verrou montanum, qui est le point d'abouchement des canaux éjaculateurs. C'est ce point qui est le point de repère de la genèse de cette maladie. Chez les enfants qui ont la maladie type 1, ces membranes obstructives de l'urètre, quand on dit obstructif, c'est-à-dire qui ferment l'urètre, prennent naissance à partir de la partie inférieure de cette petite boule qu'on appelle le verrou montanum, que j'ai dit, c'est le point d'abouchement des canaux éjaculateurs. Et donc, ces membranes se développent de part et d'autre vers la partie de l'urètre qu'on appelle l'urètre membraneux, c'est-à-dire plus bas. Ce qui fait que ça donne les plis vers la sortie. Vers la sortie. Ce qui fait que ça donne les plis qui vont faire une obstruction de l'évacuation de la vessie. Et c'est ça la pathologie. C'est ça tout ce qu'on a comme manifestation et résulte de cette présentation. Alors cet enfant va avoir les difficultés à uriner. Alors les cas qui sont moins graves vont se présenter comme après la naissance, quelquefois quelques mois après la naissance. Les cas qui sont très graves, sont diagnostiqués à la naissance ou avant la naissance. Et ça nous ramène au bilan qu'on fait de consultation anténatale, fait l'échographie. Et comme on a dit, même la radiologie, c'est pas tout le monde qui peut faire l'échographie et déceler cette anomalie. Mais quand on est informé, quand on cherche, et on ne va plus chercher que ce qu'on connaît. Donc quand on suspecte ça, à l'échographie, on va regarder, on voit un enfant qui a la vessie distendue, on va voir le liquide amniotique qui est en faible quantité. Il faut aussi pouvoir évaluer la quantité normale du liquide amniotique. Et donc, ça va amener vers la suspicion. Et vers la suspicion, mais qu'est-ce qu'on va faire dans notre contexte? Même si on suspecte pendant la grossesse, on va attendre l'accouchement. Okay. Et à l'accouchement, maintenant, si on fait le diagnostic, peut-être précoce ou à 1 mois comme chez notre garçon, les mesures nécessaires à prendre. Première chose, il faut dériver les urines, c'est-à-dire libérer le passage des urines. Il faut que les urines soient libérées pour que les reins soient décongestionnés. Vous fonctionnez normalement. Exact. Que les reins soient libérés. Parce qu'en obstruction, nous avons un blocage des reins. Et blocage des reins veut dire perturbation de la fonction de ces reins éventuellement avec les complications et tout ce qui va suivre. On va parler peut-être des complications, pas peut-être, nous parlerons. Mais docteur Léon Fozo, à entendre, à écouter les uns les autres sur ce plateau et surtout les témoignages des parents, il y a quand même un problème psychologique qui se dégage. Ça veut dire, on a presque perdu l'envie de voir un enfant dans cet état. On pense déjà à tout et à rien, raison pour laquelle les parents, lorsque la maladie commence, on l'amène chez les tradipraticiens.
On a bien compris que c'est une maladie rare. Mais en dehors de la rareté même de la maladie, il y a dans cette situation un problème d'exclusion sociale. Parce que c'est une personne qui accouche à la maison. Et nous savons qu'aujourd'hui, même dans la ville, il y a encore des gens qui accouchent à la maison et que dans la ville, même dans cette ville de Douala, toutes les femmes n'ont pas accès aux examens avant l'accouchement. Donc il y a un problème de base qui touche d'abord un grand nombre de personnes. Évidemment, lorsque ensuite il y a une situation comme celle-là, il y a une souffrance de l'enfant qui est importante, qui est sur le plan physique dès le premier mois, comme on a vu. Oui. Puisque pour faire pipi, il doit d'abord beaucoup souffrir, faire des efforts. Oui. Il y a une souffrance à la fois physique là, mais également psychologique, hein, malgré l'âge. Parce qu'on a souvent tendance à croire que les gens qui présentent des problèmes de psychologie, c'est toujours à un âge avancé. Même les enfants, même de cet âge, même tout bébé, ont leurs problèmes psychologiques. Évidemment, lorsqu'ils souffrent, ils ne souffrent pas seuls. C'est la famille, c'est les parents. Et il faut, dès ce moment-là, essayer de faire quelque chose à la fois sur l'enfant et sur les parents. Donc, lorsqu'il y a un dépistage d'un trouble comme celui-là, la prise en charge qui commence immédiatement n'est pas seulement sur le plan de l'enfant, il est également sur le plan des géniteurs. Hein, on a dit que c'est une chance, que c'est une malchance, parce que les autres enfants n'ont pas eu de problème. Mais s'ils avaient eu des malformations, presque tous les autres avant l'auraient eu, vu dans quelles conditions, dans l'atmosphère, disons, l'entourage où ils vivent. Hein, donc, ça pose le problème d'équipement des services sanitaires partout, et pas seulement dans les grands centres comme Douala, mais aussi à la campagne, hein, parce que tout le monde doit accoucher. On ne doit pas être proche d'un hôpital pour accoucher. Donc on doit avoir disons, des cartes sanitaires viables, de telle sorte que chaque point puisse avoir une référence rapide à un centre où l'on doit pouvoir trouver les spécialistes. Donc il y a là un problème global d'exclusion sociale d'une bonne partie de la population. Alors, ça devient un véritable problème à ce niveau-là. On a plusieurs fois parlé de... peut-être parlant de négligence, c'est un peu exagéré, mais les femmes qui n'arrivent pas ou qui manquent d'éducation, la culture d'aller à l'hôpital lorsqu'on est enceinte, de faire l'échographie et un certain nombre d'examens avant l'accouchement et surtout lorsqu'on est enceinte. Flavie, là je pense que c'est un cas un peu atypique parce que tout à l'heure je vous ai dit que là il faut voir la compétence médicale. C'est un problème de compétence médicale parce que cette dame a quand même eu à faire, je pense, 1 ou 2 échographies. Oui, elle a dit. Voilà, elle a dit. Mais qui a fait cela? Même si à Douala, tout le monde fait des échographies, hein, tout le monde en fait. Mais qui les fait? Il faut quand même, comme a dit le Dr Kamge, il faut être un radiologue chevronné, hein, qui est une performance. Moi-même, si elle vient chez moi, je vais la consulter, mais à un moment, il va falloir que je passe le relais à une personne. Et comme a dit le Dr Ekane, c'est un cas d'école. C'est une maladie
dont la prévalence a dit 1 cas sur 8000. Moi, j'ai cru quoi que c'est 1 cas sur 10 000. Hein. Vous avez été modeste en disant qu'un cas sur... Moi, je crois que c'est 1 cas sur 10 000. Hein, ça me rappelle un peu le cas Tongo, avec son insulinum, quoi. Donc, cette maman, le docteur Kamangeb m'a dit, est-ce la malchance, docteur, faudra dire, ici à Douala, les femmes continuent encore à accoucher dans les maisons. Est-ce pour autant qu'il y aurait des pathologies congénitales? Je ne pense pas. Je pense que c'est un problème de carte sanitaire et de compétences médicales. Donc, à un moment, il faut savoir demander les avis des uns et des autres. Et de moment où, quand ça va, j'appelle Dr Kamangeb. Je lui ai dit, Dr Kamangeb, j'ai un cas, qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, fais ceci, fais cela. Quand c'est un peu, il me dit, refaire-moi le malade. Et on arrive quand même à des résultats satisfaisants, quoi. Donc, pour moi, on va tourner, on ne doit pas incriminer. Bon, vraiment, comme on a dit, c'est un cas atypique, c'est une maladie rare et qui doit nous amener à beaucoup plus réfléchir et à tirer la sonnette d'alarme. Je veux dire, c'est vrai, on va me dire l'État, mais il faut quand même que la carte sanitaire puisse vraiment, comment je vais dire ça, s'élargir. Oui. Voilà. Alors, il parle davantage de compétences médicales. Vous êtes un des membres de l'ordre, même si vous ne parlez pas au nom de l'ordre ici. Il faut le rappeler quand même. C'est quand même important, intéressant aussi d'amener certains médecins à comprendre il faut du recyclage de temps à autre, même si ce sont des cas rares. Je pense que l'ordre, c'est plus un bon sens même que de l'Ordre national des médecins du Cameroun. De savoir que ma compétence, mon niveau de connaissance s'arrête ici. Je dois référer quelque part de plus compétent. Et j'appuie un peu cette idée, cette carte sanitaire, parce que la réalité, il faut le dire, nous devons accompagner l'État camerounais dans beaucoup de choses, parce que les textes, ils sont bons et tous ces éléments sont présents. Maintenant, est-ce que dans l'application, c'est fait? Il est normal qu'un médecin se rende compte. Ça, ce n'est pas mon domaine. Je dois référer à un urologue. Je suis à Bétois. Je n'ai pas d'urologue à Bétois. Yaoundé est quand même la ville la plus proche. Puis encore, Yaoundé a un hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique. Donc même si ça arrive à Yaoundé, celui qui est à Yaoundé se rend compte que je ne suis pas compétent, mais j'ai l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique, où c'est la référence. C'est la référence pour... Gynéco-obstétrique pédiatrique, je n'aime pas cette expression. J'aime l'expression, j'ai un hôpital mère et enfant. C'est ça là, c'est ça le terme simple. On a voulu peut-être rendre ça très beau, comme nous aimons au Cameroun. C'est un hôpital mère et enfant. Donc, on envoie l'hôpital mère et enfant. On sait que les enfants ont leur cadre là-bas. Il y a toutes les spécialités de la pédiatrie, que ce soit l'urologie pédiatrique, la néphropédiatrique, etc. On se retrouve là-bas. Il y a des Même staffs. si le cadre fait peur à certains parents. Je pense que le cadre ne devrait pas faire peur, parce que si l'État crée un hôpital pareil, c'est pour le mettre au service de la population, pas pour que c'est un hôpital qui fasse peur. Non. C'est différent d'un... Pas l'hôpital qui fait peur, mais c'est des coûts qui sont... je pense qu'il faut essayer avant que le coût vous fasse fuir, parce que nous, en respectant le serment d'Hippocrate, nous avons obligation de lever la souffrance, quitte à ce que les coûts soient payés après. Je suis sûr que le docteur Ekana travaille à l'hôpital général, c'est comme ça à l'hôpital général, même si après il va bagarrer avec le directeur, mais il a posé son acte, qui a posé, et je suis sûr que la plupart des médecins, on taxe les médecins parfois de méchants. Essayez, et vous aurez à ce moment l'expérience. On verra que beaucoup de choses sont faites et qu'après, le médecin, il bagarre. Moi, médecin, je bagarre avec le directeur, mais j'aurai au moins soulager un enfant.
Voilà ce que je pense. Justement, il y a ce fait-là. On a peur d'oser. On se dit que c'est parce que c'est l'hôpital général, c'est l'hôpital gynéco-obstétrique, c'est l'hôpital mère-enfant. Non. Moi, j'ai eu affaire. C'est à la suite des plaintes des uns des autres qu'on peut parler de ça aussi. Voyez-vous, ceux qui sont allés, qui sont revenus. Oui, mais Flavien, c'est vrai, on accusait l'État, bien sûr, mais nous-mêmes aussi, nous aussi, quand je dis nous, pas le corps médical, quoi, mais nous, les usagers, nous, les patients, parfois on demande aussi un peu trop. Je pense qu'il faut y aller. Et comme a dit le docteur Kamgep, nous sommes quand même des humains. Hein. Nous sommes des humains. Et nous avons quand même les cœurs sur la main. Quand nous voyons un enfant comme ça arriver, à un moment, même si c'est n'importe comment on flanche un peu, on se dit ça peut aussi être mon enfant, ça peut être l'enfant de ma soeur, et on fait quelque chose. Je parle sous le contrôle du docteur Ekane, docteur Kamgep. Mais non, on fait quelque chose, quel que soit lambda. Et n'ayons pas peur, il faut oser, il faut aller. Que ces appareils, moi j'ai vu, je ne voudrais peut-être pas citer son nom, mais je peux quand même le citer comme ça, au centre d'imagerie médicale de Douala à Bonapriso, chez docteur Amana. Moi j'ai vu faire des examens, comme on dit, gratos aux enfants, pour rien. Il le fait. C'est sans publicité. Il le fait. Un enfant arrive, il fait l'IRM, qui coûte à plus de 200 000. Il dit, je m'engage à le faire pour rien. Bon, je ne dis pas pour que les gens accourent vers lui, on ne sait pas ce que je dis, quoi. Mais il y a encore des médecins qui ont, n'est-ce pas, le cœur sur la main. Pour dire ceci, que le docteur Kamda dit, c'est aussi un problème de compétence médicale. Il faut comprendre, parce que n'importe qui aujourd'hui fait les échographies. Les infirmiers en font. Des confrères, non. Mais comme a dit le docteur Ekane, il faut déjà arriver à un niveau supérieur. Quand il y a une pathologie, lui qui est urologue, il comprend qu'arriver à ce domaine-ci, à ce niveau-ci, il faut penser à ceci, il faut penser à cela. Ce n'est plus au niveau d'un simple échographiste, non. Il faut un peu lever le niveau. On va faire des simples échographies, bon, on est enceinte, est-ce que l'enfant bouge? Oui, basta, terminé. Mais est-ce qu'on aura eu le temps de comprendre qu'il y a le liquide qui n'a pas un bon niveau? Est-ce que celui-là a cette compétence médicale de le comprendre? Non. Il faut quelqu'un qui ait étudié cela, il faut quelqu'un qui ait la capacité, il faut un spécialiste. C'est la raison pour laquelle, à un moment, il faut savoir passer le relais. Est-ce que les médecins ou alors certains ne refèrent pas parce que lorsque le patient vient, il présente son état de détresse, il dit, bon, si je vous envoie plus loin, ça va être difficile pour vous. Déjà ici, vous n'arrivez pas à vous acheter ou à payer simplement les frais de consultation. Il va être difficile pour vous d'aller ailleurs. Peut-être à ce niveau-là aussi, on peut se poser des questions. Monsieur Ndongo, je crois que nous ne sommes pas essentiellement à ce niveau-là. Je crois que c'est d'abord la compréhension même de la situation. Comme j'ai dit, la formation médicale générale ne va pas s'attarder sur les cas comme le cas de Petit Alexandre. Et je crois qu'une émission comme la nôtre doit permettre au grand public et au personnel médical surtout, de pouvoir apprécier et apprendre quelque chose pour qu'on puisse, ces cas qu'on ne peut pas prévenir, mais qu'on puisse les déceler et les référer ensuite au centre ou dans les centres compétents. Alors, qu'est-ce que nous devons dire au grand public? Un enfant, un petit garçon, ne doit pas avoir les difficultés à uriner. Quand un enfant a les difficultés à uriner, il y a quelque chose qui le bloque. Ce qui est très fréquent, c'est que au bout de leur sexe, la peau qui couvre leur sexe, quelquefois, peut se fermer.
et ça va les empêcher de vider les urines, les urines. d'évacuer les urines. Ça, c'est fréquent, mais ça se voit rapidement. On constate ça rapidement. Quand on se rend compte que non, un enfant qui a un ventre ballonné, un enfant qui n'arrive pas à uriner, il faut penser à autre chose. Et je crois que c'est ça le but de notre émission. Et qu'on puisse, que le personnel médical qui reçoit cet enfant puisse imaginer et se questionner. Mais est-ce que ce n'est pas? Et puis maintenant, cet enfant qui n'urine pas va faire la fièvre. Et fait la fièvre à répétition. Ah mais alors, un enfant ne fait pas les infections urinaires. Si l'enfant fait les infections urinaires, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui retient ses urines. Et ces urines se contaminent. Et c'était justement ça qu'il fallait comprendre. Pourquoi un enfant comme lui peut faire des infections? Exactement. Et donc, pourquoi cet enfant fait ces infections? Ça veut dire que cet enfant retient les urines. Donc, vous regardez, vous voyez un enfant qui a un petit ventre ballonné, qui a une petite masse au niveau du bas-ventre, qui pousse ou qui crie quand il veut uriner, qui fait les infections urinaires à répétition. La première chose à mettre sur la table, c'est cet enfant fait une obstruction. Et quelle est l'obstruction qui fait là? C'est fort probable que c'est les valves de l'urètre postérieur. Et dès que le personnel va imaginer ça, la première chose, c'est penser à référer l'enfant dans un centre spécialisé. Et maintenant, même dans les centres spécialisés, nous avons à l'accueil le personnel non spécialisé. Vous avez le médecin généraliste qui est à l'accueil. Il faut que ce médecin généraliste soit celui qui a cette information également. Parce que si lui, on peut même envoyer le patient dans un centre, si le patient n'a pas d'emblée l'accès à un médecin spécialiste, on peut toujours continuer à perdre le temps et n'est pas touché, n'est pas diagnostiqué au bon moment. Parce que ce qui fait problème dans ces cas, c'est les complications associées. Okay. En dehors des complications qu'on ne peut pas éviter, c'est-à-dire les troubles qui vont se manifester lors de la période que l'enfant est encore dans l'utérus, c'est-à-dire compte tenu du fait qu'on sait que l'enfant va avoir une petite quantité de liquide amniotique, les complications pulmonaires, de développement de pulmonaire vont s'installer. Et donc cet enfant va avoir les troubles de développement des poumons. Cet enfant va avoir les problèmes de la fonction de ses reins qui vont se dilater parce qu'il y a les urines qui s'accumulent dans la vessie. Et donc, tous ces éléments-là, si on ne les identifie pas rapidement, pour qu'on puisse prendre en charge l'enfant précocement, on tend vers les complications et qui peuvent être, on en a vu, qui peuvent être fatales. Alors, on comprend que toutes ces capacités, ou je voudrais dire ces compétences, chaque médecin devrait les avoir pour faciliter la détection aussi des pathologies rares comme celle de ce soir. Disons que chaque médecin devrait avoir les compétences de comprendre que ça relève de l'appareil urinaire. Ça relève de l'appareil digestif. Ça relève de la psychiatrie. Ça relève de la neurologie. Et lorsque un médecin l'a déjà perçu, alors c'est facile. Ça, c'est un cas compliqué d'urologie. Je le refais chez l'urologue. À ce moment, la machine, une batterie d'examen est mise en marche. Comme il expliquait tout à l'heure, les complications. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en réalité, dans les malformations de l'appareil urinaire chez l'enfant, qui donne les grandes vessies, parce que dans les grands chapitres, on parle des grandes vessies de l'enfant, avec ou sans obstruction. Et on a parfois sans obstruction, avec des dilatations en haut, donc la maladie de bras. Donc, les grandes vessies,
Ce qui fait l'infection urinaire, en réalité, comme nous avons dit, c'est cette accumulation des urines et cette remontée des urines vers le rein qui est fragilisé avec l'infection. C'est pour ça que c'est rare chez les garçons. C'est chez les filles, on a beaucoup plus cela que chez les garçons. Mais plus grave, même après le traitement, c'est des enfants qu'il faut suivre régulièrement. Parce que, heureusement que lui, il évacue déjà, les urines sortent. Oui. Si alors, déjà avec sa sonde qu'il a depuis quelque temps, mais une sonde qui n'est pas remplacée. Eh bien là, c'est encore c'est un problème parce que justement, je voulais y en venir. C'est encore une source d'infection. C'est encore une grande source d'infection. Il faut la remplacer. Régulièrement. Après combien de temps, par exemple, on peut remplacer classiquement, on parle de 8 jours, de 8 à 10 jours. Bon, une semaine pour une semaine, c'est bon. En Afrique, et puis avec des problèmes économiques, les gens peuvent laver, tremper, désinfecter, mais ce n'est pas évident. C'est pas évident, on peut pousser. 3 semaines de pratique, 3 semaines. Mais il y a les mesures. Il y a les mesures, si vous permettez, il y a les mesures à prendre. Les mesures, nous appelons ça l'entretien de la sonde. Vous voyez, quand j'ai vu ce petit garçon, d'abord l'image que j'ai reçue et le voir ici, j'ai eu mal. J'ai eu mal parce que je vois une sonde qui traîne, une poche qui traîne. Il ne peut pas éviter une infection urinaire. Ça, c'est clair. Voilà l'image. Il ne peut pas éviter une infection comme ça. La sonde est protégée. Et je crois que si on a l'occasion, après, je pourrais les donner quelques conseils, ce qu'il faut faire sur cette sonde. D'abord, regardez la vous donnez des conseils. Il y a également beaucoup qui sont dans cet état, dans cette situation, qui peuvent bénéficier des conseils. Exactement. OK. Donc, cette sonde, quand vous voyez au bout de la verge, là au niveau du mia, on a des petits dispositifs qu'on peut mettre au niveau du mia pour empêcher un contact entre la sonde directement et le mien. Et à ce niveau, on peut appliquer l'antiseptique. Donc, chez un enfant, on peut utiliser les petites compresses de 30 par 30 qu'on va attacher sans serrer pour bloquer la sonde. Mais qu'on va attacher et on va appliquer au niveau du mien et on peut appliquer l'antiseptique, la bétadine, simple, autour de ça. Alors, qui doit faire ça? Même les parents le font. Même les parents. Il faut déjà le savoir. Mais exactement, il faut les montrer. Autre chose, vous ne pouvez pas laisser traîner la sonde. On peut fixer, et ça c'est très important, fixer la sonde au niveau de la cuisse. Avec un sparadrap ou n'importe quoi, simplement. Et la poche, par la suite, peut être gardée même dans une poche. Même dans une poche, la poche à urine peut être gardée même dans une poche de pantalon chez l'enfant. Mais il y a les dispositifs, c'est vrai notre niveau, il y a les dispositifs qui nous permettent d'attacher même la poche à urine à la cuisse et l'enfant peut se déplacer. Vous ne saurez pas que l'enfant porte une poche. Mais ce qui est important, parce que les complications de porte de la sonde, c'est l'infection urinaire. C'est l'infection urinaire. Et chez un enfant qui est déjà bien fragilisé, qui a ces risques de dilatation des reins. Et si vous avez une dilatation des reins, ça veut dire que c'est fort probable que les uréters sont dilatés et donc les urines quittent la vessie et ces urines infectées remontent directement dans le rein. Et les reins qui sont dilatés et qui sont infectés n'ont pas vers une insuffisance rénale. Et même aboutir même à nous allons parler des conséquences tout à l'heure, mais le temps de comprendre un peu. Avec vous, le docteur Léon Fozo, c'est un enfant, c'est un tout petit qui a 3 ans, mais qui commence à vivre avec une poche d'urine, et c'est lui-même parfois qui traîne, et son père est obligé de le suivre au quotidien pour éviter, parce qu'il a même dit que de temps à autre, ce sont des poches qui se percent,
Et c'est après qu'on se rend compte qu'elle est percée parce que l'enfant allait jouer à gauche et à droite ou alors par inadvertance, il s'est retrouvé un soir en train d'ouvrir la valve ou la percer, cette poche-là. C'est un choc déjà pour lui, oui, cet enfant. C'est très important parce que l'enfant, quand l'enfant grandit, il y a le développement moteur, mais il y a aussi son développement affectif et son développement intellectuel. Et tout cet ensemble est lié. Ça se développe parallèlement, hein, de façon harmonieuse. Donc, lorsqu'il y a un retard, il y a une difficulté de développement moteur comme celui-là, les autres aussi prennent du retard. Les autres éléments également prennent du retard. Et il y a 3 ans, il est au moment où l'enfant commence un peu à s'individualiser. Et il devrait être un peu socialisé. Parce que l'enfant a besoin d'un certain nombre de choses pour connaître son corps, pour avoir formé une image du corps. Cette image du corps, ça va se faire par ses propres sensations, par le contact des parents, ce que les autres disent de lui, et parce que la société dit autour de lui. Il a besoin de se former une image du corps. Et cette image du corps, c'est ça qui va lui permettre par la suite de se faire une personnalité. Et progressivement, ce sont les sensations, les acquisitions dans les stades de développement qui vont lui permettre de faire cette construction-là de son image. Et ensuite, vers l'adolescence, il va avoir maintenant une image de soi. Une image de soi qui intègre maintenant les aspects psychologiques importants, les réalisations. Et quand il n'y a pas ces contacts-là, les choses-là ne se font pas correctement. D'accord, on a entendu dans le récit tout à l'heure, ses parents qui disaient que quand il voit ses frères aller à l'école, lui aussi, et il s'apprête, il veut partir à l'école. Voilà. C'est tout ça. Oui, oui. Lorsqu'il manque tous ces éléments-là, il va se faire une construction, il va entrer dans des rêveries, dans des fantasmes, tout ça, et ça va perturber le fonctionnement, ça va perturber la construction de son image. Hein, ensuite, ça va perturber les relations qu'il va avoir avec les autres. Donc, le fait d'avoir de contact avec les autres, l'entourage, avec la société, donc avec les camarades, tout cela a une importance primordiale pour son organisation. Et en plus, il s'agit ici de l'atteinte de l'organe sexuel. Oui. Parce que si c'est l'urètre, à travers l'urètre, on voit son organe sexuel, on voit le pénis. Et c'est un élément tout à fait primordial qui rentre dans cette construction de l'image du corps, de la réalisation. Et lorsque les choses ne se font pas avec les contacts réels, ça se fait dans l'imagination et parfois on rentre dans des perturbations assez complexes dans lesquelles ensuite on en sort très difficilement. Alors, docteur Ekane Samuel, vous êtes chirurgien urologue. On va entrer dans les conséquences en quelques secondes, mais avant de parler des propositions qu'il faut, en tout cas pour cet enfant et bien d'autres qui sont dans la même situation. Les conséquences sont lesquelles vous avez parlé d'une attaque, par exemple, d'infection ou d'insuffisance rénale tout à l'heure. Oui, bon, les complications, parce que tout ce qui est, même comme manifestation et complication suite à cette obstruction. Et si on regarde, concernant l'appareil urinaire même, l'obstruction, nous avons ces risques d'infections urinaires à répétition, nous avons la dilatation des reins qui peuvent entraîner une insuffisance rénale, nous avons parlé de problèmes de sécrétion du liquide amniotique qui peuvent entamer le développement pulmonaire.
Et donc, ces enfants peuvent naître avec les insuffisances respiratoires. Donc, toutes ces complications, toutes ces panoplies de complications sont prises en charge dans un contexte multidisciplinaire. Ça, c'est très important, multidisciplinaire, où on a le pédiatre, le chirurgien pédiatrique, urologue, le pneumologue et même la famille. Comme on a dit, la famille est impliquée directement dans cette prise en charge-là. Okay. Donc, il faut reconnaître ces complications pour pouvoir les contourner ou les prendre en charge. D'accord. Docteur Kamguel, oui. Vous êtes chirurgien pédiatre. Oui. Ça veut dire que vous voyez l'enfant lorsqu'il naît tout de suite. Lorsqu'il y a un cas comme celui-là, comment résoudre le problème? Bon, disons que je suis un peu embêté parce que je vais dire une autre chose. J'ai une forte formation d'urologie pédiatrique parce que toute ma chirurgie pédiatrique en France a été faite dans un service d'urologie à Nancy. Et donc, j'ai même fait des mémoires, un travail dessus à Nancy, qui a eu le prix de meilleur travail d'urologie pédiatrique en France en 2004. À cette époque, on peut ramener le temps pour vous féliciter. C'est-à-dire, c'est pour dire quoi? Je dirais que c'est la pauvreté en Afrique. Parce que des enfants pris en charge, qui naissent comme ça en Europe, sont rapidement pris en charge et facilement pris en charge. Parce que le traitement, en fait, c'est un appareil. En fait, une colonne et un résécteur pédiatrique. Donc, c'est une résection de la valve, simplement. C'est faisable ici, chez nous? Oui, actuellement, c'est faisable. C'est vrai que ici, ce qu'on fait, on attend. Là, il est déjà éligible pour une résection de la valve. On fait des dérivations, comme le docteur Ekane a dit, soit par une sonde pubienne, soit une sonde urinaire comme ça. Et en général, on utilise parfois des sondes un peu dures, qui, en espérant qu'en répétant les sondes, ça casse un peu la valve, ça permet quand même qu'il y ait un petit passage, en attendant que l'enfant ait parfois 1 ou 2 ans, pour permettre au récepteur numéro 8, je crois, et que ça puisse passer à travers le trajet et que la résection puisse être faite. C'est faisable. Je crois que c'est faisable à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé. C'est faisable à Douala même d'ailleurs, dans un cabinet privé de la ville. Et c'est faisable. Alors, donc voilà ce que je peux dire. Et la suite est comment? Non, lorsque la valve est réséquée, on annule la sonde. Il peut garder la sonde juste une semaine, de temps que peut-être on laisse bien cicatriser, et peut-être qu'il y a eu des petits saignements à côté, quelque chose, donc la sonde est restée. Et après, on lève la sonde et l'enfant, il va uriner normalement. 2 ou 3 mois après, on fait une cystoscopie, c'est-à-dire un examen de la vessie, mais en visuel. C'est-à-dire que sur une caméra, on place on place un croca, j'appelle croca, mais c'est un cystoscope qui va dans la vessie et qui permet donc de filmer, et on voit en direct sur un écran l'aspect de la vessie, etc. Donc tout ça, c'est faisable. Je dis une chose. Donc après tout ça, il pourra normalement fonctionner. C'est la pauvreté en Afrique, en réalité, parce que c'est des choses qui devraient être prises en charge. Et je comprends aussi que, étant des pathologies rares, et que nos pays ont plus de problèmes de diabète, de palu, mais d'anémie, ça n'attire pas trop l'attention. Mais la création des hôpitaux mères et enfants devrait être la solution à ce genre de problème. C'est-à-dire, nous, chirurgiens pédiatres, nous pensons en réalité, et ça c'est dans le corps des chirurgies pédiatriques camerounaises, on pense que en créant des hôpitaux mères et enfants, c'était pour apporter des solutions à ce genre de problème. C'est-à-dire, c'est dans les hôpitaux qui sont supposés au moins avoir cet équipement et qui permettent à tout chirurgien pédiatre de pouvoir le faire. D'accord. Et voilà. Faites comprendre également au grand public que l'accès ou alors la prise en charge n'est pas aussi voilà, les yeux de la tête, comme on dit, Dr Yemi. Nous sortons de l'émission. Oui. C'est vrai, docteur Kang n'a pas dit que l'Afrique était pauvre, mais aujourd'hui, au lieu de dire
qu'il faille éduquer la population, je pense qu'il faille également dire, et à haute et intelligible voix, que nous, médecins, nous devons avoir le sens de l'humilité. Et se recycler. Nous devons nous recycler. Moi, je suis très fier d'être sur le même plateau avec le docteur Ekane, d'être avec le docteur Fouto, parce que c'est pas seulement... Il a dit des choses qui sont très importantes tout à l'heure sur le plan psychiatrique. Cette maman-là, comme je l'ai dit à l'entame, elle a fait, là je reviens toujours sur ce fait-là, elle a fait une échographie. Qui a fait cette échographie? Est-ce que celui qui l'a fait connaît l'anatomie, connaît la physiologie, la pathologie? Parce que s'il connaît tout cela, je ne dis pas que ce n'est pas non, mais je pense que c'est un cas école qui doit nous remettre nous-mêmes en question. D'accord. Moi, ce que Dr Kamgep et Dr Ekane ont dit, moi je vois les enfants matin, midi et soir, c'est mon dada. Mais honnêtement, je n'ai jamais vu ce cas. Donc je pense que c'est un cas école et qui doit nous remettre, nous, médecins, en cause. Est-ce que je peux Cassin, ajouter? oui, vraiment pour sortir de l'émission. Qu'est-ce qu'il a fait pour ce cas précisément? Demain, où est-ce que la maman va aller avec l'enfant? Chez vous ou bien chez Dr Kamgep? L'enfant, la mère peut aller chez le docteur Kamgep comme chez Dr Ekane. Je dois vous dire, c'est pour résumer, la prise en charge de ces cas dépend du moment où on voit l'enfant. En urgence, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous n'avez pas le matériel nécessaire, vous devez dériver les urines. Si vous pouvez insérer la sonde comme l'enfant a, on met la sonde. Quelquefois, c'est difficile, ça ne passe pas. Si vous ne pouvez pas passer une sonde par l'urètre, vous mettez par la région suspubienne, c'est-à-dire une cystostomie. On va mettre directement dans la vessie. Dans il faut dire, dans des pays développés, ces enfants sont pris en charge in utero, dans l'utérus. On commence à dériver des urines dans l'utérus. Mais chez nous, qu'est-ce qu'il faut faire en urgence? Il faut dériver l'enfant, mettre la sonde ou faire une cystostomie. Alors maintenant, la prise en charge définitive, comme Dr Kamgep a dit, c'est la résection de ces valves. La difficulté que nous avons chez nous, c'est que le matériel nécessaire, le matériel utilisé est difficile à avoir, c'est cher. C'est cher et à cause du fait que ce matériel coûte cher, ce n'est pas rentable pour celui qui l'achète. Et donc, il ne va pas, beaucoup de gens ne vont pas acheter. D'accord. Alors, on va retenir que demain, Alexandre peut passer vous voir, puisque vous avez déjà un début de solution. Un début de solution sans problème. Merci à vous, Dr Léon Fouzo, Dr Kamgep, Dr Ekane, et merci également à Dr Yemi Racine d'être venu sur ce plateau partager avec nos chers téléspectateurs. On sait déjà de quoi il est question et comment est-ce que l'enfant peut être pris en charge au plus vite, et surtout qu'on a vu le premier matériel qui permettra justement, qui va faciliter cette prise en charge. Nous allons marquer une autre pause de ce programme. Il s'agit de ce cas social qui a été présenté sur ces antennes, le cas d'Agnès Nono qui souffre d'un cancer du sein. Et juste après, nous allons accueillir Irène Tembe. Au bout d'une année, la situation s'est vite dégradée. Mais peu de temps après, le volume était encore énorme. Je suis allée au village avec. Ça n'a pas donné, je suis revenue. En janvier 2020, je suis allée à l'hôpital Bonassama avec. J'ai vu un chirurgien avec. Non, il m'a demandé. C'est le cas de Agnès Nono qui souffre du cancer du sein. Et sur ce plateau avec nous, Irène Tembe, bonsoir. Bonsoir Fabien. Et bienvenue. Merci. Quelle est la situation financière de Agnès Nono?
Depuis son dernier passage dans cette émission, les différentes contributions sont les suivantes. Joseph Neba, 2 000 francs. Laetitia Melong-Noa, 5 000 francs. Marcel Hilel-Late, 10 000. Augustine Somalia Dele, 10 000. Christiane Piata Bonyem, 2 000. Dukou Larissa, 1 500. Bienfaitrice de France, 20 000. Elsie Clara Chao, 3 000. Daniel Jovan Mateke, 1 000 francs. Cécile Tchechua Mebako, 1 000 francs. Anne-Carole Pokamchanga, 2 000. Léopold Ngetsop, 5 000. Toum Jean, 5 000. Victorine Tchomenetinda, 5 000. Clovis Peto, 5 000. Suzy Sin Mechojo Ngekem, 10 000. Dominique Tambou Fotsi, 2 000. Yota Joël, 1 500. Chefferie Métal, 1 000 francs. Erwin Marceline Damjo, 2 000. Rose Milame, 1 000 francs. Chanceline Ju Sonchangefak, 15 000. Laurentine Manenke Takudjo, 1 000 francs. Antoinette Tati Watanana, 2 000. Huguette Mariette Numbisi, 1 000 francs. Camdem Gladys, 2 000 francs. Caroline Boulet, 5 000 francs. Félix Meling Yakem, 2 000 francs. Tchedjoun Djoucha, 1 500. Duclos Sime Chouanche, 2 800. Willy Gérard Tagué, 1 200. Meni Camdem Kelin, 1 000 francs. Francine Monique Yogo, 2 500. Siewe Mirabel Ebanet, 50 000. Christine Gamfo, 5 000. Raymond Sokem Kenfak, 2 000. Rebecca, 1 000 francs. Kemlou, 15 000. Douadieu, 2 000. Ateyim, 1 000 francs. Famine Dieu, 2 000. Chana Onana, 15 000. Bienfaiteur, 30 000. Cyril Martial Tusse de Kekem, 3 500. Pauline Jampou, 5 000. Thérèse Christelle Ngombok, 15 000. So Etienne, 1 000 francs. Gildas Kenyetala, 2 000. Obeline Zofo, 5 000. Jeannette Domé et Djangé, 5 000. Mirabel Nyouma, 10 000. Alphonse Ndiki, 6 000. Christelle Chancel Songa, 3 000. André Oussalaka, 10 000. Véronique Sonkwe, 1 000 francs. Dieudonné Chofo, 20 000. Association Sariou Humanitaire du Cameroun, 30 000. Madeleine Béchan-Chongor, 3 000. Karamo Alice Perouma, épouse Ndjofan, 10 000. Pauline Léonie Zoukem Foko, 2 000. Nadège Judith Foko, 10 000. Fabrice Wameni Tchungwa, 5 000. Eleonore Priscille Tchunke, 1 000 francs. Christopher Okorian, 2 500. Mendo, 1 000 francs. Chez Sophonie, 1 000 francs. Choutou Wanto, 4 000. Ngafi, 2 500. Sadie Achille Aubin, 2 500. Mama, 5 000. La voisine de Lorbesso, 5 000. Fouvio épouse Kenfak, 5 000. Matinda Takem Marie, 2 000. Ondoa, 1 000 francs. Koueche, 5 000. Kuisou, 2 500. Stales Magandi, 5 000 francs. Chumbu épouse Kemye, 5 000 francs. Mademoiselle Ngoudjou, 1 000 francs. Maman Menzi Justine, 3 000. Mbia Tolo Sylvie, 2 000. Maman Feunou Marie-Madeleine de Consamba, 2 500. Une bienfaitrice de Bonabéry, 5 000. Une famille chrétienne de Djamba, 15 000. Famille Tayo, 5 000. Angono V, épouse Feuzeux, 5 000 francs. Wardi, 5 000 francs. Nieso Mawamba Dorian, 2 000 francs. Bienfaitrice, 10 000. Guamotino, 2 000. Méfire, 2 000. Fokou Tebe, 1 300. Une sympathisante de Yassa, 25 000. Wonze, 5 000. Kambe, épouse Tchatchoua, 5 000. Madame Biamou, 2 500. Madame Biamou, 2 500. Géraldine depuis Lorbessou, 2 000. Famille Bichem, 10 000. Un bienfaiteur de la Guinée équatoriale, 2 000. Eliane Djatsa Djoumessé, 2 500. Bienfaitrice, 2 000. Marceline Gamier, 1 000 francs. Arlette Simé Fongan, 5 000. Hermine Gembo, 5 000. Rose-Marie Taditsa, 2 500. Jaurès Alisa Azebazé, 1 500. Famille Lobotedi, 10 000. Les élèves de la terminale ACD du Petit Rousseau, 10 500. Alice de Colbixon, 2 000. Famille Nawa, 1 000 francs. Patricia de l'Allemagne, 20 000. Dieu Brigitte, 5 000. Page Facebook MyPlayer, 45 325 francs. Élève de la terminale CD du Collège de la Paix de Fumban, 10 000 francs. Guéa Flavie, 4 000. Serge Frédéric, 5 000. Marie-Reine Komna, 3 000. Mélanie Adonje, 1 000 francs. Madame Marie Bibian Diemeli Feufet, 5 000. Jean-Bernard Kenzo, 3 000. Boris Guandam, 1 000 francs. Victorine Kemwengela,
3 000. Manzo Lidine, 5 000. Élise Abanda, 5 000. Mildred, 20 000. Chi Emmanuel, 50 000. Rufine Siaga, 24 000 francs. Sonkwe Zene, 5 000. Terminator de Kwambang, 2 000. Christophe de Kribi, 1000 francs. Sylviane Alette Fotine Zongang, 3 000. Inès Diane Gono Atangana, 10 000. Alex Stéphane Kamkui Nampe, 1000 francs. Nemegwete Fan Charlotte, 2000. Jules Foucault, 2500. Henriette et sa fille, 2800. Bertil Prudence Nanchua Kenan, 2500. Jean-Paul Sonkwe, 5000. Une chrétienne de la diaspora, 50 000. Assam Bezeyou Yombi Bon, 3500. Nancy, 1000 francs. Yoba Bernard, 5000. Roland Yemelon, épouse Megoupier, 10 000. Gilbert Sanyi Chakunte, 2500. Vanessa Laura Tankenjomo, 1000 francs. Chouga Noëlla de Bertois, 500. Djokui Kawa Mikal, 1000 francs. Françoise Massé, 10 000. Apolline Blanche Douanla, 4 000. Marie Ghislaine Diyou Noumeni, 2 000. Christine Djonkung Gefak, 2 000. Raymond Forba Tanwi, 10 000. Un couple chrétien de Ndorpassi, Afrique du Sud, 3 000. Une famille bienfaitrice à Kribi, 50 000. Namo, 3 000. Christus Joannienne, 1500. Armstrong de Yaoundé, 2500. Maggie Sen, 2500. Madame Mongwe, 10 000. Kwamo Joël, 500. Kemethieu Joseph, 3 000. Carole, 2 000. Une chrétienne, 4 000. Djomga Kalis from Yaoundé, 2500. Une famille de Bafia, 10 000 francs. Une bienfaitrice, 20 000 francs. Guy Forgerol, 1000 francs. Un couple à Boumniebel, 7 000 francs. Tia de Solange de la Belgique, 40 000 francs. Bienfaiteur du Congo, 20 000 francs. Bienfaiteur, 10 000. Nicaise Gertrude Petga, épouse Chakunte, 5 000. Famille anonyme, 20 000. Eric Fanset Sama, 500 francs. Elsie Plonde Chamba, 2500. Sophonie Yumbounye, 10 000. Solange Kemenye Tekam, 2500. Etienne Soutsine, 5 000 francs. Junie Gaël Daya Sabomo, 1000 francs. Vincent Clovis Fomakan Epa, 2500. Zantengong Paul, 10 000. Rosine Magatine Signé, 2 000. Hélène Gaël Ganou, 3 000. David Mafani Mamange, 25 000 francs. Marie Vanessa Mbiapa, 2 000. Fabrice Igor Noumsi, 3 000. Sandrine Kene, 4 000. Jasny Tounou, 12 500. Hippolyte Tala, 5 000. Pélagie Chamo Oti, 10 000. Yves Yebdo Mbakop, 1000 francs. Josiane Tiwa Douanla, 5 000. Souhaité Aimé Hassen Bechem, 5 000. Anicette Simetalom, 2500. Nadia Laura et Passo Sona, 1000 francs. Carlos Dicho, 1000 francs. Madeleine Leparo Lonko, 20 000. Tatiana Ndjourou, 2 000. Jean-Pierre Ndjokou, 2 000. Gabriel Chouacha Yomeni, 1000 francs. Ghislaine Talongwa Tama, 2 000. Geneviève Michel Siani, 2 000. Noël Ndokom, 1500. Judith Neng, épouse Youkap, 2 000. Moudi Kassèche, 2 000. Ginette Liedi, 1000 francs. Ghislaine Pengiembo, 1000 francs. Roger Sabouke Savom, 1500. Alexis Nandop, 5 000. Immaculée Afumbon Wenkem, 1000 francs. Couple Takoufet, 10 000 francs. Famille Le Gop Emmanuel, 20 000 francs. Madame Chantal, 5 000. Monsieur Tchoudiem Jean-Pierre de Bépanda Peuple, 5 000. Deux bienfaiteurs, 5 000. La mère d'Indira, 1000 francs. Une dame, 3 000. Diane Flore, 30 000. Une âme sensible depuis la Belgique, 50 000. La famille Dikem Victor, 5 000 francs. Merveille, 5 000. Un couple d'étudiants anonymes depuis Tchang, 2 000. Une âme sensible, 2 000. Yumbi Viviane, 2 000. Madame Lemaine Nicole, 2 900. Alice Bertré Tchega, 2 000. Zoni Antoinette, 1000 francs. Iriat Fongam, 3 000. Yolande Ngefak, 1500. Une inconnue, 15 000. Dorian Wandi Wameni, 2 000. Ngongam Kenneth Awontu, 2500. Suzy Mabel Sobjo, 4 000. Jeannot Chris Nier-Pierrier, 3 000. Rosiane Christelle Yato, 5 000. Julie Betty Meunier, 1500. Cécile Jatsa, 1000 francs. Christian Kemetia, 1000 francs. Nazer Ganko, 5 000. Manuela Anisso Gimfak, 1000 francs. Josiane Kamel Bagap, 1000 francs. Olorien Tchadjeu, 5 000.
Angèle Belfo, 3 000. Bua Samuel Bondé, 3 000. Mathurin Diogam Dongo, 1 000 francs. Rosin Marcelin Koumenjo Tcheliebo, 1 500. Narcisse Honoré Choubia, 5 000. Kamgam Philippe, 1 500. Bienfaiteur, 25 000. Chianinji Moune, 1 500. Emmanuel, 5 000. Bienfaitrice de Limbe, 75 000. Marcel Lateux, 5 000. Bienfaitrice, 15 000. Siani Michel, 2 000. Davine Christelle de Yaoundé, 20 000. Famille Djokou Adouala, 2 000. Agande Awangwa, 1 000 francs. Madame Mouté, 5 000. Djanga Tanga Clarisse Ladouce, 1 000 francs. Kounou, 10 000. Une chrétienne de Saint-Joseph, 15 000. Monsieur Noutia, 5 000. Ebenezer de Banga Bakoko, 2 000. Madame Solange, 5 000. Bienfaiteur, 35 000. Une maman Achan et son fils, 15 000. Chaco Francesca, 500. Une maman chrétienne à village, 2 000. Un chrétien de Lobikwek, 5 000. Une inconnue, 3 000. Monsieur Chofo, 20 000. Une chrétienne de Yaoundé, 5 000. Monsieur Kayo, 5 000. Famille Poira, 5 000. Une famille chrétienne à Bepanda, 2 500. Madame Yonko Nadège, 2 500. Thiago Jacques, 3 000. Gengan Jacob, 10 000. Madame Toukam, 2 000. Madame Etende Elise, 5 000. Madame Nono de Mimboman, 2 000. Une bienfaitrice de Denver, 5 000. Un couple anonyme à Bafoussam, 10 000 francs. Glorifoso Azouzé, 1 000 francs. Marie et dessus Djouka, 2 000. Garouya Iya, 1 000 francs. Nanjomo, 2 000. Take Sancho Sop, 1 500. Christelle Anaken Miziacho, 2 000. Florine Mylène Rebecca Omombene, 2 000. Saint-Pierre Fernand Djeya, 5 000. Sandrine Pertine Tamze, 1 000 francs. Bossadi Ipoulé, 1 000 francs. Doralis Megotuelo, 2 000. Madame Djomo Edith, 1 000 francs. Madame Azé Clémence, 1 000 francs. Famille Pango de Douala, 2 500. Florentine Démé, 2 000 francs. Evelyne Assandis Siribi, épouse Saptala, 2 000. Eman Kenfak, 600. Sidouane Doudou, 5 000 francs. Aman Gouga Ousmane, 5 000 francs. Léonce Didi Claire Massop, 50 000 francs. Moussaka Mekumba Dieudonné, 4 700. Nous reviendrons pour la suite des contributions, mais nous annonçons déjà que nous avons un montant de 2 244 725 francs CFA pour le cas de la jeune Nono Agnès. D'accord. Alors, Nono Agnès qui va certainement être prise en charge dans les tout prochains jours. Tout à fait. Les premiers contacts avec les médecins ont déjà été faits. Oui. On n'attend plus que la suite. Donc après les examens qui ont été enclenchés, c'est une batterie d'examens d'ailleurs. Oui, pour comprendre exactement qu'est-ce qui est donc à l'origine de son cancer et comment faire pour trouver la solution. Merci. Oui, je tiens déjà à saluer et à remercier tous nos chers bienfaiteurs qui ont retenu le cri d'appel, le cri de désespoir de Nono Gisèle sur ce plateau. Parce qu'il faut saluer cela, parce qu'en 5 jours, nous avons eu un montant de 2 244 725 francs CFA. Nous disons déjà merci à tous les bienfaiteurs et nous continuons en disant que la suite des contributions, c'est via les numéros de téléphone qui s'affiche au bas du petit écran, à savoir le 690 50 50 94 ou le 675 35 25 16, et bien vouloir toujours faire parvenir un message pour préciser le cas pour lequel vous êtes en train de contribuer. Merci. Je rappelle que vous allez revenir sur ces contributions la semaine prochaine. Merci à vous. Merci également à tous les téléspectateurs et surtout ceux qui ont contribué à la réalisation de cette autre édition. Georges Mitterrand, Dam, Eric Ouattat, Cédric Chouna, Dani Warenzede qui est le réalisateur de cette émission, Samuel Tchoufa, le chef opérateur de Regard Social, le grand public qui est avec nous comme tous les jeudis soirs. Je suis Flavien Dongo. Madame, Monsieur, bonsoir.